Vous le savez, ici on parle vélo sous toutes ses formes. Alors si je vous disais qu'il existe en France une fédération qui vous fait vivre cette passion toute l'année partout en France. La Fédération française de cyclotourisme, FF Vélo, à ne pas confondre avec la FFC. C'est plus de 110 000 adhérents, 3 000 clubs sur toute la France et des milliers d'événements pour tous les styles, toutes les pratiques et surtout celui du plaisir de rouler sans compétition mais avec passion. Que vous soyez déjà dans un club ou que vous rouliez entre amis le week-end, sachez qu'il est très simple de créer votre propre asso et de rejoindre la fédération. En vous affiliant, votre asso et ses membres bénéficient d'une couverture adaptée et vous êtes couvert en cas d'accident, qu'il soit dans le cadre d'une sortie groupée ou même en solo. Cela vous garantit une tranquillité d'esprit lors de vos sorties tout en offrant un cadre sécurisé pour organiser vos événements avec le soutien de la fédération. Alors que vous soyez 5, 10 ou 20 à rouler ensemble, créez votre association, c'est simple, accessible et cela peut tout changer. D'ailleurs, du 3 au 10 août à Orléans, FF Vélo organise la semaine fédérale, 8 jours de vélo et de fête avec des parcours route, VTT et gravel ouverts à toutes et tous. Et pour les amateurs de défis, il y a aussi la cyclo-montagnarde, 200 km, 4000 mètres de dénivelé, un véritable challenge. La Fédération française de cyclotourisme, c'est le vélo pour tous, avec tous. Toutes les infos sur le site ffvélo.fr. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Tous en selle, Tous en selle qui s'adresse à tous les passionnés de cyclisme, qu'ils soient compétiteurs, voyageurs à vélo ou tout simplement juste passionnés du deux roues. Eh bien aujourd'hui, on a un épisode un petit peu spécial. On ne va pas parler de watts, on ne va pas parler de cadence ni de chrono, mais nous allons parler d'images, de récits d'aventure, de voyages à vélo, de voyages en famille et d'engagement. Mon invitée s'appelle Jeanne Lepoix, elle est graphiste indépendante, réalisatrice, militante pour un cyclisme plus inclusif. Son impact dans le monde du vélo est bien réel, c'est pour cette raison que j'ai souhaité à ce qu'elle soit avec nous aujourd'hui autour de cette table pour nous parler justement de sa passion pour le deux roues. Bonjour Jeanne. Bonjour Arnaud. Je suis ravi, ça fait longtemps, le temps passe, mais je suis très très heureux de te retrouver face à moi. Tu vois, face à face, un micro qui nous sépare. Exact, on s'était déjà vu une première fois, il me semble en 2019, pour échanger autour du micro. C'est bien possible. Et après, autour d'un vélo, forcément. Exactement, on a toujours resté en contact. En tout cas, je tenais à te remercier pour t'être libéré rapidement et nous partager ta vision du cyclisme. Moi, je t'ai présenté d'une certaine manière, Jeanne, mais toi, comment est-ce que tu te présenterais ? Non, mais je pense que dans les grandes lignes, c'était parfait. Moi, comment j'aime me présenter, c'est vrai que je me présente souvent plutôt pas comme souvent, on peut me dire que je suis une addicte au vélo. Moi, j'aime me dire que je suis une passionnée plutôt de la nature, d'être dehors. En fait, d'être dans le dehors. Ça peut être à pied, à vélo. C'est vrai qu'on me connaît plus sur la facette à vélo, mais j'aime aussi courir, faire du roller. Oui, moi qui te suis, effectivement, tu cours, tu fais du trail, tu as un index trail d'ailleurs, effectivement, tu fais différents sports outdoor. C'est vrai que c'est pas un sujet auquel je parle beaucoup, la course, mais ça prend autant d'importance que le vélo. Donc voilà, du coup, la définition, c'est vraiment plutôt aimer être dehors. Je suis passionnée d'images et du coup, c'est très lié. Et passer du temps dehors, ça permet de ramener des belles images, de les partager, de donner envie justement de sortir de chez soi, de sortir de son canapé et d'aller explorer. Alors, je te rejoins. Je me souviens très bien de l'épisode qu'on avait enregistré ensemble où j'avais insisté effectivement sur la qualité de l'image et la manière dont il suffit d'aller sur ton site. Je vous invite à aller sur le site de Jeanne. Vous verrez, vous pourrez suivre les différents liens et puis aller vous inspirer. Mais je trouve que la manière, enfin, moi, ce qui m'inspire dans une photo, c'est pour ça que j'adore la photo, pas en tant que photographe, mais j'adore regarder et observer, aller voir des documentaires ou même des expositions. C'est qu'une photo est capable de te faire voyager, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu observes cette photo et tu voyages et tu as cette capacité-là. Et je trouve qu'à travers les différents documentaires ou les expos ou les photos que tu partages, eh bien, on voyage avec Jeanne et on avait déjà fait ce chapitre-là il y a quelques années sur Ultratalk que je me souviens. Et puis, il y a plein de choses qui se sont passées depuis nos différents enregistrements, mais tu es toujours indépendante, tu collabores avec plusieurs marques. Et justement, parle-nous un petit peu justement alors déjà, je reviens un petit peu en arrière, j'aime bien toujours rembobiner l'histoire, mais comment le vélo est arrivé dans ta vie ?
Alors le vélo, je pense qu'il y a eu plutôt, comme beaucoup, on commence le vélo. Moi, je viens d'un petit village, donc on commence En à moyen de déplacement. voir les copains en vélo. Et finalement, en arrivant à Paris pour les études, moi, je fuyais les métros et autres bus. Je préférais encore une fois être dehors et le vélo m'a apporté cette solution. Et forcément, en arrivant à Paris, le vélo, ça a pris encore plus d'ampleur. J'ai rencontré beaucoup de monde autour du vélo. J'ai travaillé dans une boîte qui s'appelle, je sais pas si je peux le nommer, Tu peux la nommer parce que si on s'est rencontrés là-bas, je me souviens effectivement. Ouais. Alltrix, qui revend des accessoires pour l'outdoor. Justement, le vélo au départ et l'outdoor maintenant. Donc tout ça a fait que c'était plein de petites briques qui ont fait que maintenant je suis encore plus à fond. Et alors c'est vrai que se déplacer dans Paris à vélo, moi je trouve ça extraordinaire. J'ai vécu 4 ans à Paris et le vélo m'a permis de découvrir les magnifiques monuments. J'adorais me déplacer dans Paris en vélo. Alors comme toi, j'avais un vélo et je préférais prendre ce moyen de transport-là que les transports publics. Mais j'ai trouvé que ça me permettait de découvrir Paris, mais les monuments, mais On et sait surtout où sont les monuments, alors complètement. qu'avant, Ça reste un nom, ça reste un monument. Tu sais pas vraiment les positionner, mais de les faire à vélo. Je me souviens très bien d'une sortie. Je fais une petite parenthèse, mais il y a une sortie, j'avais très peu de temps. Et c'est vrai qu'à Paris, par contre, quand tu habites Paris intramuros et que tu veux faire du cyclisme vraiment, il te faut un peu plus de temps qu'à la campagne, puisqu'il faut que tu sortes de Paris, et ensuite que tu rentres dans Paris. Et là, j'avais pas forcément de temps et pas d'abonnement Zwift encore. Et donc, je m'étais dit, bah, je vais faire tous les monuments parisiens. Et cette sortie m'avait pris à peu près 1h30 ou 2 heures, je crois. Mais j'avais adoré. et le faire le dimanche matin, Je ne m'étais pas senti en danger du tout. Et j'avais adoré faire les monuments parisiens. Et comme tu le dis, j'avais vraiment pu situer où était Montmartre, où était le Trocadéro, où était la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, enfin vraiment de les situer. Et en fait, tu te rends compte que tout ça est dans un périmètre assez restreint. Mais je comprends ce que tu dis. Et donc, tu as forcément vu aussi l'évolution. L'évolution, ouais, c'est dingue, ouais. Alors, c'est un peu à double tranchant. C'est vrai qu'avant, on était moins de vélos, donc c'était très agréable. On n'était pas forcément en sécurité, mais là, le fait c'est qu'il y a beaucoup de gens en vélo et je ne sais pas si on est moins en sécurité parce que du coup, on est bien séparés des voitures, mais il faut faire attention à beaucoup de choses, à des trottinettes, des piétons, des vélos à moteur. Il y avait pas tout ça il y a 10-15 ans. Ouais. Ouais, c'est sûr, il faut être très concentré. Alors oui, je vois ce que tu veux dire. Hein. Tu retrouves le même type de personnages qui étaient sur des 4 roues avant, qui maintenant sont sur des 2 roues. Donc il y a des incivilités, il y a ce genre de choses. Donc il faut être très très concentré. Mais c'est vrai que c'est agréable. C'est vrai que c'est très très agréable. C'est superbe tout ce qu'ils ont fait et qu'on continue à ce qu'il y ait moins de voitures. Complètement. Moi, c'est vrai que je suis basé à Lyon et je prends à chaque fois un plaisir incroyable à me déplacer à vélo dans Lyon. J'ai une autre question, Jeanne, par rapport à ton univers. C'est comment ton métier de graphiste s'est mêlé à ta passion. C'est-à-dire qu'à quel moment t'es venu l'idée de dire, bah, moi, à travers mon métier, bah, je vais en profiter pour partager mes aventures. Comment ça t'est venu? Est-ce qu'on t'a incité à le faire? Ou est-ce que c'est toi qui t'es dit un jour, bah, moi, je vais partager Ah non, alors non, les aventures partagées via les réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est venu vraiment naturellement. J'étais encore salariée à l'époque et c'est juste le plaisir de partager de la photo. Et en fait, au moment où je me suis lancée à mon compte, donc c'était en 2019, et je me souviens très bien, j'avais eu une proposition de la part de Decathlon à l'époque pour tester leur vélo de voyage, leur Mercantour. Et c'est tombé la semaine pile quand je suis partie d'Alltrix. Et ça a été, j'ai passé un super moment. J'ai fait beaucoup d'images, notamment je leur avais gracieusement donné à l'époque parce que j'avais passé une semaine folle dans le Mercantour à tester ces vélos. D'ailleurs, petite histoire, je retourne dans pas longtemps tester les futurs là dans une semaine ou deux. Tu vas à Lille? Non, je vais laisser la destination secrète, c'est un peu plus exotique. Et du coup, ça a déclenché des petits travaux pour eux chez Decathlon. Je suis rentrée chez eux et maintenant, depuis 2019, je fais du graphisme pour eux, pour plein de leurs marques. Alors, où est la barrière dans ce que tu décris? Alors, justement, dans ce que tu décris et dans moi, la manière dont je t'ai présenté, il y a la photo qui est quand même vachement présente. Où est la limite entre photographe et graphiste? Tu vois ce que je veux dire? On parle beaucoup de photos. De ce que je comprends, c'est la photo qui t'a amené à faire aujourd'hui ce que tu fais et dont le graphisme est très présent.
Et où est la limite entre, dans la présentation, je suis photographe, parce que tu fais beaucoup de photos, et je suis graphiste? C'est quoi? C'est le traitement de l'image derrière? Finalement, je parle pas de graphisme, on pense que je suis photographe, mais je ne suis pas du tout photographe. C'est une pure passion, c'est amateur. Je suis graphiste. Après, voilà, c'est lié, on a une appétence à l'image. Mais on va dire que c'est vrai que c'est mes photos qui m'ont amené des projets finalement pro, plus tournés vers le graphisme. Un peu mêlés, parce que souvent dans le graphisme, c'est un peu à 360. On a besoin d'un site internet, d'un logo, d'une charte graphique, et forcément on a besoin de photos pour alimenter le site. Donc, et j'ai envie de dire, par le biais aussi les photos sur le vélo, c'est quand même, j'ai envie de dire, un peu un art. Il faut être habile sur le vélo. Et puis c'est toujours en mouvement, donc tu as deux manières de faire des photos quand tu fais du voyage à vélo. C'est tu vois un spot, tu t'arrêtes, tu remontes, tu refais pour saisir l'endroit, ou alors tu le fais en roulant. C'est ça. Où là, il faut toujours être prêt à déclencher, quoi. Et souvent, sur les shootings, moi je suis plus tout terrain, et avoir une voiture et s'arrêter. C'est pas le même univers. Et moi j'aime être au cœur vraiment de l'action, et ça rend des images beaucoup plus immersives. Et c'est ces photos, on va dire, qui m'ont peut-être fait un peu plus connaître, d'avoir des photos vraiment au cœur de sentiers sauvages, sans dévoiler forcément où ils sont exactement, parce que j'aime bien que les gens aillent chercher aussi sur les cartes où sont ces sentiers, mais d'avoir voilà, des images au cœur du terrain. Peut-être que voilà, c'est ça qui a fait connaître mon travail. C'est fort probable. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, tu as collaboré avec plusieurs marques. Hein. C'est aussi ton métier, justement, de collaborer, de tester, de faire des retours pour d'éventuelles évolutions. Mais je sais qu'il y avait eu une initiative il y a quelque temps avec Vélo, le collectif Vélo Île-de-France, c'est Oui, ça, ouais. sur le baromètre des villes cyclables. Parmi ce projet, j'avais trouvé ça incroyable. Comment est-ce que ça a fonctionné? Ça, c'est assez récent. Hein. Ça date de... Là, on est donc en début juillet. C'était en avril qu'il a été lancé. Donc, encore une fois, c'est une personne que j'ai rencontrée dans le monde du vélo, qui est une très bonne amie maintenant, et qui a tenté de travailler avec moi sur un prospectus qui permettait justement d'évaluer la qualité de cyclable des villes. Donc, elle travaille au collectif Vélo Île-de-France. Donc voilà, encore une fois, un exemple le fait de pratiquer du vélo m'apporte... Te faire rencontrer des gens. Rencontrer des gens et génère des projets. Des projets professionnels et aussi... autant liés. Voilà. Moi, si je travaille pas que dans le vélo, j'ai plein de projets divers et variés en graphisme, mais tant qu'à faire, dès que c'est un projet vélo, forcément, c'est tout bénef. Pour l'un et pour l'autre, on prend du plaisir, et le client a forcément un résultat qui est encore meilleur, ça se sent qu'on aime, qu'on connaît le milieu. Ouais, je te rejoins. Et est-ce que tu as fait, avant qu'on rentre justement dans les projets comme la Mini Passagère et en tandem, et donc une collaboration avec la Fédération française de cyclotourisme, la FF Vélo, est-ce que tu as d'autres projets comme ça que tu souhaiterais mettre en avant ou qui t'ont marqué, avec des marques pas forcément dans le cyclisme, mais dans la outdoor, mais où il y a eu le vélo comme mode de transport? Est-ce qu'il y a des projets? Beaucoup, probablement. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des projets qui t'ont marqué? Du coup, des termes pro? Ouais, ou même perso, je sais qu'il y avait... Moi, je me souviens parfaitement de ton voyage à Cuba, où j'avais voyagé avec toi dans le compte-rendu. Mais... En perso, on va dire que voilà, les gros voyages Cuba, ça a été vraiment un voyage incroyable, où on a suivi un parcours vraiment engagé, et qui traverse des endroits absolument sublimes, qui se méritent. Et il y a eu l'Islande aussi qui mérite à être parcouru à vélo aussi. Et après, on va y venir au projet famille, mais en projet pro, lié au vélo, j'avais beaucoup adoré travailler à l'époque, c'était donc chez Alltrix, on avait créé une marque qui s'appelle Le Bram. Oui. Qui est une marque de textile, et ça a été une expérience très chouette. De créer de A à Z. De A à Z, vraiment des croquis, donc avec un collègue, Vincent. Et on avait, donc la marque avait forcément été incubée par Alltrix. C'était une superbe vitrine d'avoir juste au lieu d'être dans des shops physiques, d'avoir finalement un visuel sur la homepage du site. C'était une super vitrine pour un site aussi connu. Et donc la marque vit toujours très bien, et je crois cartonne toujours, et c'était très chouette d'avoir créé
le logo, les collections. De partir de zéro sur un projet comme celui-ci, lié autour du cyclisme, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de photos, on a beaucoup parlé de graphisme, mais tu es aussi réalisatrice. Les documentaires comme La Mini Passagère et En Tandem parlent d'aventure, de transmission, forcément d'émotion. Comment te sont venues ces idées? Est-ce qu'elles t'ont été suggérées? Est-ce qu'elles t'ont été proposées de les mener à bien par des partenaires éventuellement? Ou est-ce que c'est vraiment toi qui as eu cette vision ou cette envie de monter ces projets-là? Non, c'est vraiment... En fait, depuis toujours, je filme, je fais des photos, des périples. Alors, ça a toujours été comme ça. Et petit à petit, j'ai gagné un petit peu, forcément. C'est comme plus on fait du vélo, plus on est... On se sent mieux. Toi, effectivement, la qualité de tes images, la qualité de tes docus ont évolué d'année en année. Et du coup, non. Alors, par exemple, pour la Mini Passagère, j'avais fait les choses dans l'ordre, c'est que j'avais demandé de l'aide à des sponsors. C'était à petit niveau. Hein. Bien sûr, bien sûr. On avait eu de l'équipement pour camper, on avait eu les sacoches par Vaude. Si tu peux peut-être déjà nous expliquer quel est le thème du projet, parce que là, on en parle comme si les personnes... Mais alors, quel était le projet de la Mini Passagère et quel était le projet En Tandem? Donc, dans l'ordre, la Mini Passagère, c'était en 2021. Notre fille avait 9 mois. Et donc, c'était un moment où notre enfant change énormément. On avait envie de marquer le coup et de passer beaucoup de temps avec elle au lieu d'être chacun dans nos jobs respectifs et de se voir que le soir ou le week-end, et de passer 3 mois non-stop avec elle pour forcément la voir évoluer à un âge où elle change énormément. Elle marche, elle commence à marcher. Et l'idée est venue de faire à l'époque, c'était Covid, donc du coup, c'est vite arrivé au fait qu'on fasse la France. Et finalement, ça résonnait bien de faire découvrir son propre pays à son enfant. Oui, complètement. C'était 4500 km, je crois. 4500 km, et on avait dessiné, je ne sais pas comment m'est venue l'idée, mais j'ai cherché en fait on ne se déplace pas trop à voiture. Et de Paris, étant de Paris, sur la même ligne à Roscoff en Bretagne et de l'autre côté Strasbourg, entre 2 et 3 heures de TGV, hyper facile. Donc on s'est dit, on va relier ces deux villes, mais par le sud en fait, en passant par le sud. En dessinant comme un sourire sur la France, si on regarde bien le visuel. Et donc voilà le projet. Donc on a descendu toute la Méditerranée. On a traversé tout l'école des Pyrénées. Vraiment, on borde les frontières. Après, on s'est un peu écarté de la Méditerranée pour passer dans des coins très sauvages, parce qu'on est plus de cette team-là, d'aller dans l'Écosse du Larzac. C'est magnifique, hein. Tout ça, c'est magnifique. La Montagne Noire un peu avant, les Cévennes, retraverser le Rhône pour monter le Ventoux, mythique, et continuer cette liste de cols. Tous plus emblématiques. Et je me souviens, là, tu parles de on est en quelle période? 2021? 2020? On est en juillet 2021. Enfin, on est de mai à juillet 2021. Ouais. Voilà. Moi, j'avais fait le Tour de France randonneur, hein, donc c'est le Tour de France par les frontières littorales, l'année d'avant. Et je me souviens que j'avais suivi justement pour voir où tu passais, parce que forcément, ça me remémorait les bons souvenirs avec Jolin qui m'accompagnait pour cette traversée. Il y a des belles photos de toi d'ailleurs, enfin en famille, au sommet de la Bonnette. Parce que là, on parle voyage à vélo, on parle pas matériel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jeanne est partie effectivement avec un enfant, et donc ça veut dire une petite carriole, charrette, je sais pas comment tu l'appelles. Carriole, charrette, voilà, pour mettre ta fille de 9 mois à l'époque. Donc ça demande toute une organisation, toute une préparation. Je pense que tu as dû faire rêver beaucoup de mamans à ce moment-là, où toi tu t'es dit, il n'y a pas de barrière en fait, c'est possible. On peut être maman, on peut avoir une petite fille de 9 mois. Quand on s'est lancé, on était tout jeunes parents. C'était beaucoup d'interrogations pour vous? C'est pas qu'on était stressés, mais on se posait quand même des questions. Est-ce qu'on a vu des gens le faire avant? On a lu, moi je pense surtout à Olivier Godin, que j'ai suivi son périple d'un enfant qui avait le même âge que Zoé au travers donc du Tour Divide, de la traversée des États-Unis du nord au sud. Là, c'est un step au-dessus. Je me suis dit, là, on est sur un niveau. On va tenter. On n'était pas les premiers à le faire, et donc. Tour Divide, là, on est sur on est sur un niveau dessus parce que c'est des altitudes très importantes, c'est très engagé. Là, d'ailleurs, l'épreuve, la course a lieu en ce moment même.
Il est temps de faire une petite pause dans cet épisode. C'est l'heure du ravito. Et qui de mieux que Meltonic pour nous accompagner? Meltonic, c'est la marque française qui mise sur le naturel pour booster nos performances, que ce soit en pleine course ou lors de nos entraînements. Créé en 2014 dans la mielerie familiale, Meltonic a révolutionné la nutrition sportive avec le tout premier gel à base de miel, plantes toniques et huiles essentielles. Chez Meltonic, l'objectif est de montrer qu'on peut aller plus loin, plus fort, sans jamais trahir son corps ni la planète. Leur mission est simple, vous aider à donner le meilleur de vous-même, naturellement. Parmi les ambassadeurs, Pierre Rolland, ancien coureur cycliste professionnel, 13 Tours de France au compteur, 2 victoires d'étape et une passion assumée pour les purées toniques salées à la noix de cajou Meltonic. Rendez-vous sur le site meltonic.com afin de découvrir tous les produits qui vous accompagneront sur vos prochaines sorties. Mais c'est pour ça que ça me fait... Ouais, mais c'est toujours agréable d'entendre dire que ça inspire d'autres personnes. Forcément. Mais forcément, parce que comme tu l'as dit, on reste dans notre job, on reste chez nous, on n'ose pas forcément bouger, on se met beaucoup de barrières parce qu'on a un enfant et de se dire bah non, ça j'aimerais le faire, mais j'ai un enfant. En fait, les familles l'ont toujours fait. C'est que maintenant on a des moyens de communication. Moi, je pense au Hervé, la famille Hervé, qui ont voyagé des années dans le monde. D'ailleurs, petite parenthèse, on va peut-être en parler plus tard, mais j'ai rédigé avec une amie un livre sur le guide sur le voyage à vélo en famille, et eux ont gentiment préfacé le livre. C'est vraiment, je vous invite à aller acquérir leur livre, parce que forcément ils sont pas trop dans les réseaux, et de s'inspirer aussi de leur voyage, qui est assez incroyable. C'est vrai que c'est un monde, j'allais dire un peu, pas secret, mais il y a plein de gens qui voyagent à vélo. Plein. Moi je suis le pédalistan, c'est son nom sur Insta, qui me fait rêver. Enfin, je veux dire, moi je lui envoie régulièrement des petits messages. Ça va faire 6 ans qu'il est parti de chez lui. Il a claqué la porte sans savoir quand est-ce qu'il allait revenir, et il a une qualité de photo également. Moi, c'est ce qui m'arrête sur des images. Il a une qualité de photo qui, en un cliché, te fait voyager. Et forcément. Donne envie d'y aller, ouais. Et tu te dis, waouh. À travers cette image, tu te dis, waouh, c'est quand même génial, quoi. Et il fait sauter beaucoup de barrières. Et donc, on va revenir sur ton projet, la Mini Passagère. Est-ce que tout s'est déroulé comme vous l'aviez imaginé, ou est-ce qu'il y a eu des petits imprévus que vous avez dû gérer quand tu pars avec une enfant de 9 mois? Il y a forcément eu des imprévus, mais on va dire que jusqu'au jour J, on ne savait pas si on allait arriver à Strasbourg ou si on allait finir dans les Alpes ou alors en Méditerranée. En fait, au jour le jour, presque. On était très heureux. Alors du coup, on a... Donc, le point de départ était Strasbourg, c'est ça, ou Bretagne, et on finissait à Strasbourg. Okay. Donc on est bien arrivé par Strasbourg. On a globalement suivi le tracé qu'on avait, parce que moi j'adore tracer les parcours, et j'avais pris beaucoup de plaisir à découvrir le parcours que j'avais créé sur le moment. Sur Komoot, tu as de très belles collections également. Ouais, pour ceux qui sont abonnés, je vous invite à aller voir tes collections, mais je comprends maintenant ta passion pour tracer, effectivement. Mais on a fait plein de rencontres sur la route, et des gens qui nous ont dit passez plutôt là, donc on s'est adapté aussi aux conseils des locaux. Après, tout s'est passé globalement. Après, on est avec une enfant, donc il y a des petits imprévus, mais à cet âge-là, c'est l'âge idéal en fait pour voyager avec un enfant, parce que l'enfant dort énormément. Là, ma fille a 5 ans, les voyages, c'est plus tout à fait les mêmes. C'est tout aussi bien, voire même encore mieux, parce qu'on partage beaucoup, et c'est incroyable de voir sous l'œil d'un enfant ce qu'on voit nous. C'est pas pareil. Mais voilà, si je devais revenir au voyage, il y a eu des imprévus techniques, forcément un peu de casse parce qu'on était chargé, des remappages parce que j'avais tendance à aller beaucoup dans le gravel, et forcément avec notre chargement, ça pouvait casser des rayons ou faire chauffer trop les plaquettes de frein, et du coup créer des... Il y a eu des soucis mécaniques, mais pas de bobos, pas de maladies en cours de route. Au contraire, ma fille qui était souvent malade avant de partir, le fait d'être au grand air... Comme par magie, il n'y a plus rien eu du Ça, c'est incroyable. Et quand vous avez terminé cette aventure, est-ce qu'elle était en demande de repartir? Alors, elle avait 1 an quand on est revenu à la maison, donc pas encore, bien évidemment. On ne pouvait pas savoir ce qu'elle ressentait vraiment, mais je suis convaincue qu'inconsciemment... En tout cas, c'est quelque chose que vous avez réussi à lui partager, cette passion. C'est ça, je pense qu'inconsciemment, tout ce qu'elle a vécu, touché, senti, tous ses sens ont été en éveil, et même si... On peut avoir des gens qui nous diront elle se souviendra pas, pourquoi avoir fait ça.
je pense que ça a quand même forgé une certaine personnalité en elle. Elle est Zoé, donc c'est le prénom de ma fille, et quelqu'un de très sociable. Je pense que ça joue quand même sur l'émancipation des c'est sûr, enfants, c'est certain. sans ça se bouger dans l'espace. Et le documentaire, on peut le retrouver sur quelle plateforme? Alors, le documentaire, on peut le retrouver sur Vimeo. Il y a un petit trailer qui est visible. Et si vous avez envie de le visionner, il y a la possibilité de le louer en VOD sur Vimeo. Bon, très bien. Je vous invite à aller regarder. Tout ça est hyper inspirant. Et puis ensuite, il y a d'autres projets comme En Tandem. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là également? Alors ça, c'était l'année dernière. Donc moi, j'ai adhéré à l'Audax Club parisien, qui est un des clubs fondateurs, vraiment, qui a été un des premiers clubs de cyclotourisme. Oui, c'est le plus ancien, effectivement. Un club parisien. Et avec des copines. Enfin, c'est pas moi qui suis à l'initiative du projet. On m'a demandé d'en faire partie. Elles ont eu l'idée. Chaque année, elles font ce qu'on appelle la Flèche Vélotio, qui est une épreuve qui mérite à être connue. Ça a été créé par Paul de Vivi, qui est un peu le père fondateur de tout ce qu'on fait actuellement, du vélo avec des bagages. Donc c'est lui qui on aime dire qu'il a créé le cyclotourisme, et c'est bien vrai. C'est lui qui est notamment l'inventeur du dérailleur. On le sait pas forcément. Ah ouais, mais tu fais bien de le préciser. Et donc il a créé plein de choses. Et chaque année, je crois que c'est un peu ça l'histoire. Il allait de Saint-Étienne au sud au moment de Pâques. Donc c'est pour ça que on dit qu'on va vers Pâques en Provence pour voir sa famille. Et a été créée la Flèche Vélotio. Donc la Flèche Vélotio, c'est 24 heures en équipe. On annonce un kilométrage. Par exemple, nous, on avait annoncé 500 km et on a une marge d'erreur de 20%. Donc, on peut faire entre 360 et jusqu'à 600. Alors, je ne sais plus combien là dans les calculs. Et donc, mes copines qui l'avaient fait plusieurs années de suite ont eu la brillante idée de lancer une équipe féminine, mais uniquement composée de tandems. Parce que la Flèche Vélotio, ça peut être fait sur n'importe quel type de machine à roues. Ça peut être fait sur un monocycle, un tricycle, un tandem. Tant que ça a des roues. Vélo couché. Vélo couché. Et ça doit être composé de 3 à 5 machines. Donc on a dit, allez, banco, 5 tandems. On a lancé 5 tandems. 3 machines doivent arriver au minimum à l'arrivée. Et je vous invite à découvrir le film prochainement pour voir si on est toutes arrivées au bout de cette aventure qui était épique. Sur quelle plateforme on peut suivre Alors, pour l'instant, le film, il est tout juste terminé. Donc, je vais candidater pour le faire passer en festival. Oui. Et suite à une petite année de vie sur les festivals, il sera mis comme la mini passagère visible en VOD. C'est toi qui montes? Alors, c'est moi qui ai monté. Du coup, là, c'est un projet qui m'a pris encore plus de temps que la mini passagère. La mini passagère, je l'ai vue comme un projet très amateur. Et en fait, j'ai réalisé j'ai filmé pendant la traversée, et c'est là où j'ai pas fait les choses dans l'ordre. C'est là où j'ai essayé après de trouver des subventions. Et c'est là que j'ai contacté la FF Vélo qui m'a accompagnée. C'était super sur ce projet. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai passé beaucoup d'énergie, de temps et de budget aussi. Donc j'ai filmé, j'ai monté. Et j'ai fait appel, voilà, les 2 seules personnes à qui j'ai fait appel, c'est un compositeur pour la musique, pour avoir vraiment quitte à faire les choses bien, un univers. Donc c'est Florian Machefer qui fait un travail incroyable, et à base de synthé, un univers très, très, très atypique et qui marchait bien avec le sujet. Et Camille, un ami qui s'est occupé de mixer le son, parce que forcément, il faut vraiment être spécialiste. Moi, je ne savais pas qu'il y avait le stéréo. Il fallait faire des ajustements qui n'étaient pas forcément au top quand je lui ai montré le film. Bon, en tout cas, peut-être que En Tandem sera sur le prochain festival de Tous en Selle. Hein. Je n'ai pas du tout accès aux sélections. C'est pas du tout ma partie. Moi, c'est le podcast. Mais en tout cas, ça aurait éventuellement du sens. Voilà, je fais un petit appel du pied. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de découvrir ça, étant presque un abonné de tes vidéos. En fait, j'ai hâte de découvrir tout ça. Parce que 24 heures, c'est très court. Hein, quand tu fais des aventures, tu as parlé justement de la mini passagère, 3 mois à travers la France, où là, ça doit être un condensé d'émotions. Là, on est sur 24 heures, la Flèche Vélotio, avec 5 tandems. Donc, ça veut dire tu peux peut-être pas capter
en fonction de l'évolution de chacun des tandems, les émotions. Sur quoi tu t'es concentré? Quel message tu as voulu faire passer à travers ça? Oui, alors d'abord, c'est vrai que c'est des images vraiment embarquées, hein. Alors, il y a les images avant, j'ai vraiment filmé les préparatifs pour expliquer comment tout ça se prépare, le jour J et puis à l'arrivée. Mais c'est vraiment le message en fait, je savais pas trop comment. Je suis partie avec la caméra au point sans vraiment penser qu'il y aurait un film à la fin. Et en regardant les images, ce qui est ressorti, c'était vraiment cette sensation de collectif. Ensemble, on avance mieux, plus vite finalement que seul. Et c'était vraiment ce côté entraide. Défi aussi. Vraiment, je vais pas raconter, mais on a eu plein de péripéties. Et en fait, on n'est pas seul, on est 10, donc il faut pas flancher. 5 équipages, effectivement. Et c'est de la solidarité, c'est de l'efficacité. Là, tu disais qu'on est sur 24 heures. S'il y en a une qui a envie de faire pipi, tout le monde fait pipi. S'il y en a une qui veut manger, tout le monde... On s'arrête. Si on a une liste, c'est Clémence qui nous répétait ça, on a une liste de 8 choses à faire. Si on les a toutes cochées, on peut s'arrêter pour les faire. On n'a pas de temps à perdre. Donc c'est vraiment... Ouais, en fait, c'est le collectif, l'équipe. Et c'était très beau à revoir et du coup à mettre en scène. Et est-ce que tu fais... Quelle était ta stratégie pour capter les images? Parce que quand on sait qu'on part comme ça avec de l'embarqué, tu peux avoir plusieurs stratégies. Est-ce que tu étais plus, je sélectionne ce que je capte, Ah non, pas du tout. ou je capte tout ce que je peux, Non, et après, ça veut dire pour dérocher, ça a dû être un temps incroyable, mais aussi des moments d'émotion probablement très très beaux de redécouvrir ces images. Mais quelle stratégie tu as adoptée? Mais là, on peut pas se dire je veux le plan de la sortie du PMU parce qu'en fait, on tamponne à chaque fois. J'ai pas expliqué les règles en détail de la Véloccio, ça pourrait prendre beaucoup de temps, mais on doit s'arrêter. C'est dans l'esprit, je pense aussi, d'un Paris-Brest, des brevets, de Dax, c'est-à-dire des petits cartons, tu viens tamponner. Donc voilà, je me suis pas dit il me faut l'image de la sortie du PMU, la sortie du tampon. En fait, j'ai tout pris ce que je pouvais prendre et on venait sur 24 heures. On n'a pas le temps j'ai pas le temps de dire aux copines, attendez. Mais ce qui veut dire un travail de dérochage, parce qu'on dit ça comme ça. Ouais. Énorme. Oui, énorme. Ouais, non, le projet a pris du temps. Ouais. 24 heures de course, mais derrière un travail probablement en semaine, quoi. Voire moins. Ah oui, j'ai mis 1 an à travailler sur le projet. Voilà, maintenant, ouais. Combien de temps va faire le docu? Il fait 42 minutes. 42 minutes. Alors, si tu veux postuler à Tous en scène, un petit conseil, il faudra que ça rentre dans un cadre un peu plus serré, parce que je crois que les formats sont beaucoup plus courts. Ouais, sont beaucoup plus courts. Après, tu peux avoir une version longue, effectivement, pour derrière, pourquoi pas d'autres exploitations, mais en tout cas, pour ce genre de festival, il faut que ça soit un peu plus court. Donc, il faudra condenser toutes ces émotions. Et puis voilà, le deuxième message, c'est aussi, c'était assez fort d'être que des nanas sur des machines assez incroyables. Ouais. Enfin, de voir ce convoi de 10 femmes en ligne, éclairées sous les lumières la nuit, c'était très beau à voir. Et le fait qu'on soit que des femmes, aussi, encore une fois, montrer que on peut... Alors justement, je voulais en parler de ça, du cyclisme féminin. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors, ce dont tu parles est un très très bel exemple, mais... J'ai jamais été à défendre les femmes. Elles peuvent aussi le faire. Elles aussi, elles sont fortes, parce que j'ai toujours roulé avec des hommes. Et pour moi, ça me paraît naturel en fait. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a encore du retard et encore des jugements. Moi encore, quand je vais me balader en chevreuse, si je double un homme... forcément, il va mal le prendre, il va vouloir me redoubler. Ouais, ça arrive, non, mais je te confirme. C'est pas encore gagné sur la parité. Il y a encore des réflexions, effectivement. J'en discutais avec une amie à moi la dernière fois, elle me partageait des réflexions et je lui disais, mais tu devrais sortir un bouquin. Ah oui, des réflexions. Sur toutes les réflexions comme ça, mais tellement déplacées, mais encore d'actualité quelque part. Forcément, on est pro, ou alors, si on va vite, c'est qu'on est pro, ou qu'on triche, ou je ne sais pas. Moi, je me souviens d'une occasion d'ascension du Mont Ventoux avec la marque Wilma, et on était au sommet du Mont Ventoux, et on attendait donc les filles qui avaient une stratégie de terminer, quel que soit le rythme, et un homme est arrivé, donc on était assis un peu à l'ombre. Et j'ai été témoin de ça, donc je peux vraiment parler parce que je l'ai entendu, je l'ai vu. Et cet homme vient vers cette jeune femme qui était assise et on discutait, et lui dit « Ah, mais vous êtes montée hein ?»
Mais vous êtes monté à vélo, vous Ah oui. tu vois, et là, Ouais. en plus, il est tombé sur la personne qui ne se laisse pas faire, donc il a vite compris qu'il avait posé la mauvaise question. Mais oui, oui, il y a encore des On peut réflexions qui sont totalement montrer que des déplacées. femmes peuvent faire 24 heures, quelles que soient les Mais la conditions question ne météo. devrait même pas se poser, en fait. Tu vois, Non, non, moi, j'étais dans un monde de bisounours depuis le début. J'ai toujours roulé avec des mecs et voilà. c'est la réalité pourtant, malheureusement. C'est la réalité, ouais. Et est-ce que tu avais déjà roulé en tandem? Non, c'était la première particulier, fois et pour la première fois pour beaucoup de nous toutes, en fait. C'était déjà ça le challenge, c'était de trouver 10 nanas, c'était de trouver les 5 tandems, les bonnes Déjà, c'est tailles. avec tandem, effectivement. Parce qu'il y a des tailles différentes. Il faut que il y ait une fille plus puissante, voilà, il y a Est-ce tout qu'il y a une stratégie sur le justement qui se met derrière, qui se met devant? Ben, c'est ça, apparemment, il faudrait que la fille qui est la plus forte soit devant, Ok, plus grande, ouais. Pour plus mettre à l'abri, musclée, peut-être, voilà. ouais. Là, j'ai pas trop les. Et toi, qu'est-ce que tu as appris, le fait de faire du tandem? Est-ce que tu as appris quelque chose sur ta relation au vélo? Est-ce que tu as appris quelque chose? Justement, de communiquer avec son Ça va être spécifique, quoi. partenaire derrière, on est tout le temps dans la communication. Moi, j'étais devant, donc je passais les vitesses, donc je disais à chaque fois, attention, je passe les vitesses, parce que ça fait un petit à-coup, hein, tous les deux pédaliers sont connectés, donc, ou alors il y avait un nid de poule, attention nid de poule, parce que C'est vrai, c'est vrai, c'est on vrai. voit pas forcément, pour pas se faire surprendre. Ça a été des chouettes moments de partage. Bah, il y a eu tous les entraînements avant, hein, il n'y a pas eu que les 24 heures. Ça a été un projet qui nous a pris du temps. Et c'est vrai que ça doit être Parce que c'est vrai que quand on fait du vélo et quand on fait de la longue distance ou du voyage en vélo, bah, parfois on a des moments un peu d'introspection, on divague, on est dans nos pensées et on parle à personne. Voilà. Et là, il faut quand même garder une certaine concentration sur un Oui. tandem, parce que Ben, justement, pour informer de ces petits détails-là, et la responsabilité, moi j'avais l'impression le guidage, le pilotage, c'était comme si j'avais ma fille en remorque derrière, j'avais la responsabilité d'un autre être humain, puisque c'est moi qui guidais. Moi je sais pas comment Karine, ma copine derrière, faisait, parce que j'ai jamais testé être derrière, mais ça doit être très perturbant de pas avoir de frein, ça va de être pas pouvoir de pas tourner. voir aussi, ça va être parce que la notion d'équilibre, enfin, tu vois, l'équilibre que tu as sur un vélo est lié aussi à la vision le champ de vision que tu peux avoir. Et là, le fait d'être à l'arrière, ça doit être. Alors, moi non plus, hein, j'ai jamais roulé en tandem. Et le fait d'être à l'arrière doit aussi être un peu perturbant, je Ouais. trouve, au niveau de l'équilibre. Au niveau de l'équilibre, du coup, j'ai pas eu l'occasion de tester. Mais le fait d'être devant m'a pas. J'ai l'habitude des gros chargements avec des vélos chargés, une remorque. Maintenant, ma fille est en follow me derrière, donc il y a toujours ce petit côté. Donc le tandem, ça m'a pas trop dépaysé, mais ça reste quand même surprenant à piloter pour la première fois. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez déjà eu l'occasion Enfin, si vous avez des réponses aux questions que l'on se pose avec Jeanne, n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou à commenter cet épisode en nous disant quelle était votre expérience sur un tandem et à l'arrière. Est-ce que le fait d'être à l'arrière impacte en fait l'équilibre, le fait de ne pas avoir un champ de vision face à soi? Quels sont alors il y a eu d'autres en préparant cet épisode, Jeanne, j'ai vu que tu faisais aussi d'autres petites missions. Il y a eu des missions Luberon, ce genre de choses. C'est quoi tes projets aujourd'hui? Comment tu construis tes projets, ou est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu travailles dans les mois ou dans les années à venir? Il n'y a pas de. Bah là, la mission Libéron, ça doit sûrement être un reportage photo totalement d'un week-end que j'ai dû faire entre amis. Et j'en ai fait des photos. Je sais que quand on s'était rencontrés il y a quelques années, tu me parlais aussi de micro-aventures. C'est-à-dire qu'il y avait les aventures comme Cuba que tu avais fait, mais tu souhaitais aussi t'orienter sur la micro-aventure, c'est-à-dire un week-end, partir, découvrir une région. On est voilà, moi, je suis parent, tu es aussi parent. On est très limité par le temps, et ces micro-aventures, on pense que c'est pas possible avec un enfant de continuer à voyager, mais on peut partir avec eux, ou alors sans eux aussi, avec des amis, sur quelques jours, et c'est déjà un dépaysement, et on n'a pas tous la possibilité de prendre 3 semaines tous les ans d'affilée. Et en fait, si on se l'offre pas maintenant, ouais, il faut le positionner dans son agenda. J'espère qu'à 65, 70 ans, je serai encore en forme pour faire ça, mais ouais, moi, la retraite, c'est maintenant. Je profite maintenant, parce que on n'est pas sûr de ce qu'on va avoir plus tard. Donc, ça j'aime ce concept de vie. Tu vois, je prends ma retraite maintenant parce que plus tard, je sais pas ce que je ferai. voilà. Et en 3 jours, moi, c'est possible parce que je suis indépendante aussi, donc je suis peut-être un petit peu biaisée, et c'est plus facile pour moi peut-être, mais je recommande fortement effectivement de prendre les trains, et
Et sur 2-3 jours, on peut être facilement dépaysé. Pas très loin de chez soi. Pas très loin de chez soi. Forcément. On n'est même pas obligé de prendre le train. On peut partir de la maison, mettre la tente sur le porte-bagages et se dire j'avance, je roule, je sais pas où je m'arrête, trouver un coin sympa et rentrer le lendemain. C'est ça la liberté, effectivement. Partir sans savoir où tu vas être le soir, où tu vas t'arrêter, qui tu vas rencontrer. Ça, c'est quand même le luxe, on va dire, de pouvoir être dans cet instant-là. Parle-nous aussi un petit peu de ta conception de l'outdoor. Donc, tu fais du vélo, hein, bien évidemment. C'est le thème et le sujet de cet épisode, mais parle-nous aussi de l'outdoor en général. Je sais que tu cours. Alors, comment est-ce que tu cours? Est-ce que le vélo est une préparation pour le trail? Est-ce que le trail est une préparation pour le vélo? Tu fais aussi de la marche, de la randonnée. Parle-nous justement de ton univers outdoor. Ouais, alors, ouais. Du coup, en fait, c'est très intéressant comme question. Pourquoi je cours? Pourquoi je fais du vélo? Pourquoi je fais tout ça? Parce qu'en fait, je ne me blesse pas. En fait, je fais des entraînements croisés. Alors, c'est vrai qu'on me voit beaucoup sous le spectre du voyage, mais je suis je suis très sportive et très compétitrice aussi. J'allais pas dire le mot, je voulais te laisser dire le mot compétitrice, mais oui. Donc, j'ai une vraie rigueur. Je m'entraîne quasiment tous les jours. En courant, en marchant, en roulant, donc en roulant, en variant aussi les sports, parce que le VTT et la route, c'est pas les mêmes muscles qui travaillent, c'est pas la même position. Donc il y a pas sur une semaine, sur 7 jours, je vais avoir 7 activités différentes. Pourquoi l'outdoor en général? Voilà, c'est que pratiquer tous ces sports croisés, ça évite les blessures. Oui, on voit beaucoup de trailers. Inclure le cyclisme dans leur préparation. On voit beaucoup de trailers arriver sur la longue distance. Donc, je comprends effectivement ce que tu veux dire en manageant quelque part ton corps et en évitant la blessure. C'est de faire plusieurs sports d'outdoor qui te permettent d'avoir des bons compléments les uns vers les autres. Et les deux sports sont très complémentaires. C'est-à-dire que le vélo va permettre... Moi, je fais plutôt du trail, du coup. Le vélo va permettre d'avoir des genoux très renforcés et très musclés. Et donc, dans les descentes, je me débrouille souvent pas mal parce que j'ai vraiment les quadris qui sont très développés et qui protègent tous ces muscles. Généralement, les coureurs sont assez fins et ont souvent des problèmes aux genoux. Et le vélo permet de muscler. Moi, c'est mon analyse. Après, je me trompe peut-être. Et côté course côté vélo, qu'est-ce qu'apporte la course à pied? L'endurance, le cardio dans les côtes. Quand on court et qu'on s'enchaîne. Moi, j'habite en vallée de Chevreuse. C'est pas des montagnes, mais du coup, je m'enchaîne des petites côtes. Ouais, mais c'est bien vallonné. Et ça permet de travailler le cardio en vélo. Donc, tout ça, c'est... Et encore une fois, c'est être dehors. Être dehors, respirer l'air frais, l'air pur. Mais alors, justement, est-ce qu'on ne te met pas une étiquette qui n'est pas la bonne en te disant, Jeanne, c'est la voyageuse à vélo, et tu te dis compétitrice? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est quoi? Tu arrives à trouver le bon équilibre sur ça ou... J'aime bien me challenger sur... Parce que tu as fait Tour Divide, tu as fait des épreuves d'ultra-distance. Oui, tu participes. La French Divide. Voilà, la French Divide, pardon. La French Divide. Là, je reviens de... J'ai fait pour la première fois un ultra en mode compétition et j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai suivi ça. En Espagne, donc pour rappel, c'est une traversée de l'Espagne, donc de Hasparren près de Bayonne jusqu'au sud. Et tu t'es challengé? Et je me suis... Ah non, j'ai pris le départ avec une mission en tête. Arriver la première, en fait. Essayer d'arriver la première. Et ça a bien fonctionné, j'ai pris du plaisir et c'est grisant, ouais, on a envie de recommencer. J'avais déjà cet aspect en trail où quand je vais courir des trails, j'ai envie de tacler les podiums. Alors forcément à un niveau Île-de-France, moi je parle pas des podiums UTMB, mais en Île-de-France il y a moyen, il y a encore une fois, pour moi il n'y a pas assez de filles. Et du coup, il y a moyen, quand on est moyen de se battre avec d'autres compétitrices. Ouais. Et est-ce que tu es plus, si on revient sur le vélo, est-ce que tu es plus... tout à l'heure, tu parlais de voyage à vélo, tu disais que tu introduisais beaucoup de gravel, justement, et que ça pouvait provoquer un peu de bris de matériel. Mais dans le vélo où tu veux te challenger, est-ce que tu iras plus sur de la route ou tu iras plus sur du gravel, sur de la longue distance? Je sais. Si c'est en compétition, j'irai vers là où je suis la meilleure, si je reste dans le côté compétition. Mais c'est quoi, c'est gravel? Mon cœur va plus pour le gravel. Mais j'ai l'impression que la désertus, c'est que de la route. Enfin, il faut faire en sorte, c'est nous qui faisons notre tracé, comme il faut aller au plus vite. Oui, tu préfères bien évidemment la route. Ça prend beaucoup moins de temps à parcourir les kilomètres en route. Et en route, je me suis bien débrouillée. Par contre, je me suis un peu blessée. C'est la première fois que je me fais une tendinite, donc au tendon d'Achille. Ah oui.
Ça peut chauffer, effectivement. Moi, la route, ça me dérange pour ce côté où c'est très répétitif. Et tu as des inflammations. Le tendon d'Achille, c'est une position de la cale qui fait que, oui, en fait, tu as ton talon qui va descendre très rapidement. Voilà. Ouais. Et au bout d'un moment, ça et moi, c'est aller faire du gravel dans les montagnes qui m'a réparé le tendon. Donc, écoute, l'année prochaine, en 2026, peut-être que je te laisserai le choix. Soit je t'inviterai sur une de mes épreuves sur une Race Cross Series, ou alors sur l'épreuve d'ailleurs qui a lieu dans 15 jours. J'en ai entendu parler. Qui est Gralps, effectivement. J'ai forcément regardé. Une autre épreuve de route qu'on a déclinée en gravel. Et qui alterne d'année en année, Crans-Montana, Mandelieu. Donc cette année, c'est un départ à Crans-Montana où on a quasiment 100 personnes qui sont sur le 800 km, avec un passage à Turin, Cuneo, donc 2 passages dans les Alpes. Ils étaient une vingtaine l'année passée, 90 cette année. Donc on espère que l'année prochaine, ça augmente, mais c'est vraiment de l'ultra-distance en mode gravel avec un parcours qui a été tracé par Fabien et Nathalie Monnier. Je connais Nathalie, je l'ai rencontrée en Suisse. Ouais. Une personne extraordinaire avec son mari qui nous ont vraiment tracé le parcours, qui l'ont reconnu. Nathalie est directrice de course d'ailleurs sur cet événement. Donc écoute, garde-le en tête, 2026. Ça sera un plaisir de faire la compétition sur cette course. Et là, on a 20% de femmes, je crois, qui sont au départ. Donc, plus grosse proportion que sur la route, que sur nos séries. Ouais. Si ce n'est le Québec était à part entière, parce que le Québec, on a 20% là-bas aussi. Et on voit d'ailleurs sur nos Race Cross Series, tu vois, sur le 1000 km, il y a 2 femmes qui ont fait top 5 sur le 1000 au scratch. Donc, devant des hommes. Et il y a plein d'exemples. On a un 300 km qui a été gagné par une ancienne traileuse, Pauline Guédet, en Espagne. Et puis on le voit bien que le mouvement est initié aujourd'hui, les trailers arrivent. Voilà. On a Julien Chaurier qui était sur le 300 km, le 500 km je crois, France, qui là sera sur le 1000 en Suisse. Mais c'est assez logique. Mais on fait beaucoup de choses pour les femmes, bien évidemment. Mais par contre, on ne réserve pas de dossard spécifiquement. Pour cela, on travaille avec des communautés. Mais pour moi, j'espère qu'un jour on n'en parlera plus en fait, parce que c'est logique. Tu vois, j'ai une petite fille moi qui fait du vélo, qui a 10 ans. Enfin, ça me préoccupe pas plus que ça parce que pour moi c'est la normalité. Mais comme toi, parfois tu prends des chocs et voilà. Donc on travaille sur ça. Un grand merci en tout cas pour ton partage. J'aimerais qu'on parle d'une dernière chose, qui est la semaine fédérale. Alors peut-être que vous aurez la chance de rencontrer Jeanne à la semaine fédérale, mais voilà, la semaine fédérale, qu'est-ce que c'est, hein? On a parlé de la Fédération française de cyclotourisme, l'AFF Vélo. Eh bien, cette année, c'est en août, le 3 août, je crois. 3 août, c'est à Orléans. Donc, vous pouvez trouver toutes les infos sur le site de l'AFF Vélo. En fait, c'est un rassemblement qui a lieu annuellement. C'est un moment fort de l'année où justement, tu peux avoir des conférences, tu peux avoir des parcours également, partager un parcours. Enfin, c'est une dimension très populaire, intergénérationnelle, avec une vision très, très inclusive du vélo. Ça a lieu donc le 3 août à Orléans. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur la Fédération justement française de cyclotourisme, l'AFF Vélo, et puis réservez vos places pour aller découvrir. Est-ce que tu penses les personnes auront peut-être l'opportunité de te croiser sur l'AFF Vélo ou... Oui, je pense que je vais y passer, et d'autant plus que... j'ai envie. Alors, j'ai déjà fait tout ce qui est ce qu'on parlait tout à l'heure des BRM, ces brevets qui permettent de s'inscrire au Paris-Brest-Paris. Le Paris-Brest-Paris, le prochain, c'est en 2027. Donc, exactement. On parlait, c'est de la route. Exactement. La Fédération française de cyclotourisme est partenaire. Et pour participer au Paris-Brest-Paris, il faut avoir fait des brevets. Des brevets qui sont par palier. Il y a 200, 300, 600. Jusqu'à 600, voilà, jusqu'à 600. Et il faut valider tous ces BRM pour avoir une chance d'être. Et c'est un projet que tu as en tête? C'est un projet, j'y pense, oui. Ouais, j'ai beaucoup d'échos d'amis qui l'ont fait et qui disent que c'est une vraie fête. 1200 km entre Paris, Brest et Paris. En tandem, pourquoi pas? C'est ce que j'allais dire. Ça pourrait être l'idée d'un nouveau documentaire. Bon, en tout cas, un grand merci, Jeanne, pour ta disponibilité, pour ton temps. Je sais que tu pars à l'aventure là, tout de suite derrière, donc je te souhaite le meilleur. Cet épisode va être diffusé, tu seras probablement sur les sentiers, puisqu'on diffuse rapidement cet épisode. Un grand merci pour ta disponibilité, et puis écoute, on se reparle très prochainement. Sur un vélo ou à côté, pourquoi pas, et rendez-vous sur Gralps l'année prochaine. C'est noté, c'est déjà noté. Merci à toi, Jeanne. Merci à vous tous pour votre fidélité. Cet épisode avec Jeanne vient
conclure une saison 2021 sur la capsule La Story. On avait commencé quelque part en termes de philosophie, j'allais dire à l'opposé avec Johan Ofredo, jeune retraité du peloton professionnel. Et puis on termine la capsule La Story avec Jeanne, où on est vraiment dans le cyclisme pour tous. Et c'est ce qui nous plaît également, c'est le thème de Tous en selle, le podcast, c'est des conseils, des partages, des émotions, que ce soit des professionnels, des jeunes retraités ou des voyageurs ou voyageuses à vélo. En tout cas, je vous souhaite un bel été. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle, mais aussi pour la saison 2 qui débutera dès septembre. Merci et à très bientôt.